Harrison. He'll try the drive. Aujourd'hui, le football est partout. Il fait vibrer des villes entières, transforme des enfants en légendes, fait pleurer et fait rêver. Des stades en feu, des millions de regards, des noms gravés dans l'histoire pour l'éternité. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander d'où tout cela vient? Avant les stades, avant les règles, avant les gloires, le football n'existait pas. Et ma bienvenue à l'origine, là où tout commence. Pour comprendre la genèse du football, il faut remonter bien avant les trophées et les sponsors. Imagine un monde sans football, sans arbitre, sans maillot, sans but. Il y a des siècles, le football n'était pas un jeu. C'était un affrontement, un chaos, un exutoire. Dans des villages au terrain boueux, des groupes d'hommes se lançaient dans des mêlées brutales, courant derrière une balle primitive, souvent une vessie de porc remplie de foin. Il n'y avait pas de tactique, juste de la fureur. Pas d'équipe, juste un clan contre un autre. Ces affrontements, parfois violents, servaient à régler des conflits, à célébrer des fêtes païennes ou simplement à canaliser l'agressivité des jeunes hommes. C'était un rituel social, une tradition sauvage qui se transmettait de génération en génération. Loin des caméras et des analyses d'experts, le football, dans sa forme la plus pure et la plus brute, était d'abord une question de survie et d'honneur. Chaque village défendait son territoire, et le ballon était le prétexte à une bataille symbolique où tous les coups, ou presque, étaient en permis. Ce besoin irrépressible de frapper dans une balle n'est pas né en un seul endroit. Il a germé aux quatre coins du monde, sous des formes incroyablement variées. Partons pour un voyage dans le temps. En Chine antique, il y a plus de 2000 ans, les soldats de la dynastie Han pratiquaient le Cuju. Le but? Envoyer une balle en cuir, remplie de plumes à travers une petite ouverture, en utilisant uniquement les pieds, la poitrine ou le dos. C'était un exercice militaire conçu pour aiguiser l'agilité et la coordination, mais c'était aussi un divertissement prisé à la cour impériale. Changeons de continent. En Mésoamérique, les civilisations mayas et aztèques jouaient à un jeu de balles rituel terrifiant. Sur des terrains en pierre, deux équipes s'affrontaient pour faire passer une lourde balle en caoutchouc dans un anneau vertical, sans utiliser les mains ni les pieds. Ce n'était pas un simple sport, c'était une cérémonie sacrée. Le jeu symbolisait la lutte cosmique entre le jour et la nuit, la vie et la mort. Et bien souvent, le capitaine de l'équipe perdante, voire de l'équipe gagnante, était sacrifié aux dieux. Pendant ce temps, en Europe médiévale de la France à l'Italie en passant par l'Angleterre, des jeux de balles populaires comme la soule, voyant des villages entiers s'affronter pour amener une balle d'un point à un autre parfois sur des kilomètres. Le football n'a pas une seule origine, il en a plusieurs. C'est une idée universelle qui a pris racine dans différentes cultures, pour différentes raisons, l'entraînement, le rituel, la fête. Pendant des siècles, ce chaos a régné. Chaque région avait ses propres coutumes, ses propres traditions, mais aucune règle unifiée. Puis, au XIXe siècle, en Angleterre, la révolution industrielle change le monde. Des milliers de personnes quittent les campagnes pour travailler dans les usines. La société se transforme, et avec elle, le besoin d'ordre et de structure se fait sentir dans tous les domaines, y compris le loisir. C'est dans les prestigieuses écoles publiques anglaises, les public schools, que le tournant décisif a lieu. Les fils de l'aristocratie et de la bourgeoisie, pour canaliser leur énergie, commencent à jouer au football dans les cours de récréation. Mais chaque école a ses propres règles. À rugby, on autorise le jeu à la main, ce qui donnera naissance au rugby. Dans d'autres, comme Eton ou Harrow, on privilégie le jeu au pied. C'est un désordre total. Lorsqu'ils se retrouvent à l'université, ces jeunes hommes sont incapables de jouer ensemble. Il devient urgent de se mettre d'accord. Un jour, l'homme décide d'organiser le chaos. Des règles naissent. Le jeu devient sport. Le 26 octobre 1863 est une date clé. Ce jour-là, dans une taverne de Londres, la Freemasons Tavern, des représentants de plusieurs clubs et écoles se réunissent. Leur objectif, créer la première fédération de football au monde, la Football Association, et écrire les premières lois du jeu unifié. Les débats sont houleux. La question principale est de savoir si l'on peut porter le ballon et donner des coups de pied au tibia de l'adversaire, le hacking. Finalement, les partisans du jeu au pied l'emportent.
Le football et le rugby se séparent officiellement pour toujours. Les premières règles sont simples. On ne peut pas courir avec le ballon dans les mains, les passes en avant sont limitées, et le hors-jeu est défini de manière stricte. Le jeu est encore loin de ce que nous connaissons, mais la fondation est posée. Le football moderne est né. Ce ne sont plus des affrontements chaotiques, mais des matchs organisés, régis par un code commun. Un sifflet ancien retentit, symbolisant la fin d'une ère de brutalité et le début d'une nouvelle ère de sportivité. Avec des règles claires, le football explose. Les clubs, qui étaient au départ de simples associations d'anciens élèves, se multiplient à travers toute l'Angleterre. Des équipes d'ouvriers se forment dans les villes industrielles du Nord, créant une nouvelle identité pour la classe populaire. Le football n'est plus réservé à l'élite. Il devient le jeu du peuple. Rapidement, les clubs apparaissent, chacun avec son nom, son histoire. Les maillots, d'abord de simples chemises de couleurs différentes, donnent une identité, un sentiment d'appartenance. On ne joue plus seulement pour soi, on joue pour ses couleurs, pour son quartier, pour sa ville. Les premiers championnats voient le jour, créant une rivalité saine et une structure compétitive. Et pour accueillir les foules de plus en plus nombreuses, les stades deviennent des temples. De simples champs deviennent des arènes modernes où des milliers de supporters se rassemblent chaque week-end pour célébrer leurs héros. Le football grandit, se structure, et son influence s'étend bien au-delà des frontières de l'Angleterre, portée par les marins, les commerçants et les expatriés britanniques. Le football traverse les mers et les océans. En quelques décennies, il conquiert l'Europe, puis l'Amérique du Sud, où il se teinte d'une passion et d'une créativité unique. La première Coupe du Monde, en 1930, en Uruguay, marque la consécration planétaire de ce sport. Le rêve d'un langage universel prend forme. Aujourd'hui, ce jeu traverse toutes les frontières. Il parle toutes les langues. Il unit et divise. Des favelas de Rio aux banlieues de Paris, des plaines d'Afrique aux métropoles d'Asie. Un ballon suffit à créer un lien, à déclencher une émotion. Le football est devenu un phénomène économique et culturel majeur, avec ses stars planétaires, ses transferts à des sommes folles et sa technologie, comme l'assistance vidéo à l'arbitrage. Mais malgré les enjeux financiers et la pression médiatique, son essence reste la même. 11 joueurs contre 11 autres, un ballon, 2 buts et un rêve. Un rêve d'enfant, un rêve de gloire, un rêve qui se transmet de génération en génération. La prochaine fois que tu regarderas un match, que tu sentiras la tension monter, que tu exploseras de joie pour un but, souviens-toi, ce n'est pas qu'un jeu. C'est une histoire vieille de plusieurs siècles. L'histoire d'un rituel brutal devenu un art. L'histoire d'un chaos organisé qui a conquis le monde. Une histoire qui continue de s'écrire, à chaque passe, à chaque dribble, à chaque cri de supporter. Et ceci, c'était l'origine du football. Dis-moi en commentaire, de quoi veux-tu connaître l'origine ensuite? Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis.